Bienvenue dans cette toute nouvelle émission. Ici, on va explorer la vie de gens importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Des gens qui ont changé les choses, qui se sont impliqués, qui vont nous raconter des anecdotes. Rien de formel, on jase. Cette semaine, avec Richard Hébert. Aujourd'hui, on est avec M. Richard Hébert. Bonjour, Richard. Bonjour, mon ami. Ça va bien? Oui, Pierre. Fait que, merci d'avoir accepté de te livrer à ce jeu qui est de faire un peu un survol de ta vie. On veut que les gens de Maria-Chapdelaine prennent conscience, en fait, des gens qui ont marqué leur territoire. Puis, merci d'avoir accepté. Tu étais quand même une personne importante, autant comme entrepreneur que comme homme politique. Mais je veux qu'on recommence au début. Toi, tu es né en quelle année, Richard? Moi, je suis né le 18 décembre 1958. Ça commence à dater un peu. Hein? Ça fait 62 ans, en réalité, au moment où on se parle. OK. Je suis né à l'hôpital de Dolbeau, qui venait d'ouvrir les années précédentes. Je suis le troisième de cette famille-là. Mon frère Daniel est arrivé un petit peu plus tard, 14 ans après moi. Puis ta sœur, qui est un peu Ma sœur aînée, Guylaine, est née dans la maison de la rue du 61 de Caen. Ma sœur Louise est née à l'hôpital et moi aussi, je suis né à l'hôpital de Dolbeau. Donc, et en plus, c'est que lors de ma naissance, j'ai eu des problèmes au début, pneumonie ou je sais pas trop. Et puis, ils nous ont baptisés tout de suite. Pour pas tomber dans les limbes. Ouais. Alors, ils m'ont baptisé tout de suite. Donc, sur mon baptistère, je suis né dans la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Ah, OK. À cause qu'ils t'ont baptisé à l'hôpital. Exactement. Donc, j'ai vécu à Mistassini, mais je suis né officiellement à Dolbeau. Donc, sur mon passeport, maintenant, c'est marqué Dolbeau-Mistassini, mais à l'époque, c'était marqué Dolbeau. Puis toi, mettons, quand tu étais petit, c'était quoi la vie à Mistassini? Tu sais, là, quand on parle du début des années 60, probablement tes premiers souvenirs, quand tu étais un jeune enfant, là, ça avait l'air de quoi, Mistassini, à l'époque? Écoute, j'ai un souvenir heureux de mon enfance, mais à Mistassini, on n'était pas riche comme municipalité. Ouais. Les gens étaient souvent des travailleurs d'usine qui allaient travailler du côté du secteur de Dolbeau. Mais ça paraissait pas vraiment. C'est justement quand on allait faire un tour chez nos voisins de l'autre côté de la rivière qu'on s'apercevait de la différence. Okay. Mon père me racontait plus tard qu'il dit « Moi aussi, j'ai vécu ça plus jeune. » Mais moi, ce que je me rappelle, c'est le boulevard bien aligné. Il y avait un souffleur pour souffler la neige. Nous, il la poussait sur le bord des rues. Je me souviens, dans la rue Gaudreau, l'amoncellement de neige était tellement haut qu'on pouvait toucher aux fils électriques. C'était peut-être pas des fils électriques, c'était peut-être des fils de téléphone. Ouais. Mais on pouvait toucher aux fils. Ça nous montrait qu'à Mistassini, il y avait moins de moyens. On le voyait dans la vie de tous les jours. Les parcs, il y en avait peu. Moi, j'ai assisté au premier parc de Bâle qu'il y a eu. C'était ce qui est l'OTJ. OTJ, pour votre information, Opération Terrain de jeu. Et puis là, il y avait une grande descente aussi pour descendre dans la côte du poulailler ici, avec des toboggans, comme un peu à la ville de Québec. Oui. Là. Mais c'était ça, c'était séparé, c'était glacé. Et il fallait, tu sais, moi, je me suis allé me glisser avec mon père à Toboski à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Mais il y a une chose certaine, les gens de Mistassini étaient fiers, par exemple. Ils étaient fiers du décor. Ils étaient fiers, je ne sais pas, mais il y avait de la fierté. Les équipes de hockey étaient performantes. Ouais. La famille des Hébert avait plusieurs bons joueurs de hockey, mon père, ses frères. Donc, moi, ce que je me rappelle du souvenir de Mistassini, c'est que, d'abord, les populations étaient quasiment égales, mais quand on allait du côté de Dolbeau, on s'apercevait de la différence notoire. Oui, c'était plus riche. Oui, tout à fait. Puis, le rapport avec tes parents, c'était comment? C'était-tu des gens autoritaires? Est-ce qu'ils étaient encore prisonniers, peut-être que le terme n'est pas bon, mais de la religion aussi, parce qu'à l'époque, c'était plutôt religieux dans les années 50? Non, on ne sentait pas cette opprobre-là. Ça, on ne sentait pas ça. Mon père, il travaillait énormément. Vous savez, il était au niveau de l'entreprise funéraire qui s'appelait C.A. Gauthier. C'était l'associé. Mon père était son jeune associé à l'époque. Il y avait un magasin de meubles, un service ambulancier. Alors, mon père, on le voyait un peu le matin et on le voyait généralement sur l'heure du midi. Il arrivait il arrivait pas souvent à l'heure du midi.
Il arrivait midi et quart, midi et 20. Et un petit détail, on avait un téléphone avec une grande corde, avec une grande extension. Oui. Puis mon père, sur l'heure du midi, il était souvent au téléphone, même en mangeant. Ouais. Puis là, les gens lui appelaient, puis mon père disait « Non, pas ce tremblé-là. Non, ça, c'est des tremblés le tremblé de la fleur. C'est pas les tremblés de la petite corde. » Puis là, quand il raccrochait, moi, j'étais jeune enfant autour de la table, je me disais, j'étais le plus jeune de la première famille, comme on dit, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait, mon père, dans la vie? Il est-tu historien? Comment se fait que le monde l'appelle pour savoir le degré de parenté entre les uns et les autres? Et quand j'ai fait le métier de directeur de funérailles, j'ai compris pourquoi les gens l'appelaient souvent. Ben oui. Mais donc, c'était une enfance joyeuse. Mon père, on allait à la messe tous les dimanches. Hein, on embarquait dans l'automobile, on allait à l'église Saint-Michel. On avait la chance d'arriver un petit peu plus tard parce qu'on avait le stationnement de l'entreprise C.A. Gauthier-Unité qui nous permettait d'arriver un peu plus tard parce qu'à l'époque, si tu n'arrivais pas à l'heure, tu avais de la misère à stationner la voiture. On n'était pas tellement loin, mais c'était un rituel. Quand mon père disait « Bon, on va à la messe », Louise, Guylaine, moi, on embarquait sur le siège arrière. Ma mère, à l'époque, je dois le dire, elle fumait la cigarette. Ça fait que là, elle fumait une ou deux touches nerveusement avec le rouge à lèvres autour de la cigarette qui n'avait pas de bout-filtre, les Sportsmen. OK. Et je dis ça parce que pendant la semaine, on les ressortait, on les refumait à cachette. C'est pour ça que je me rappelle. Et puis, donc, la messe avait lieu. C'était pas parce qu'on y... Je dirais pas parce qu'on n'y croyait pas, mais c'était comme un passage obligé. D'ailleurs, un petit détail, mon père nous donnait 5 sous pour qu'on donne à la quête. Je disais toujours, mais pourquoi qu'il ne le donne pas directement? Fait qu'on était assis dans les premiers bancs. Je me rappelle, il y avait des bancs réservés. Oui. Il y avait des bancs. Alors, quand c'était la grande messe... Donc, c'était une enfance joyeuse, encore une fois. Puis quand tu disais ton père, tu te posais des questions, il est-tu historien, il connaît beaucoup d'affaires, pourquoi le monde l'appelle? Toi, t'es un gars, ce que je connais de toi, t'es un gars très cultivé. T'aimes connaître, t'as toujours une anecdote ou une référence historique. Est-ce que ça viendrait de ton père, ce désir d'apprendre ou de connaître? Moi, j'étais un enfant curieux de nature. OK. Puis mon père avait toujours réponse à la question. Puis s'il lui répondait pas directement, il disait... Plus tard, il y revenait. Puis ça allait rester. Parce que des fois, des gars, ils disaient, tu sais, tu m'as posé une question il y a 3 jours, lave-là ta réponse. Okay. Mon père, il avait toujours la réponse à la question. Fait que ma curiosité était toujours assouvie. Sur n'importe quel sujet, je pouvais parler à mon père. Mon grand-père était pareil aussi. Donc, ça, la tradition orale, de raconter l'histoire, de l'entendre, c'est ce qui fait que j'ai toujours autant de plaisir à raconter souvent la version longue d'une histoire. Ouais. Des fois, avec mon épouse, je dis, tu veux-tu la version courte ou la version longue? Elle dit, la plus courte, ça va faire. Mon père était pareil avec maman. C'est drôle parce que quand tu commences à raconter une histoire, elle dit, oh non, Gaston, lâche-nous les pires trappistes, arrête parce que ça remonte très, très loin. Donc, ma curiosité, peut-être aider à me cultiver davantage, à vouloir savoir un peu plus. Donc, je vais dire, comme on dit, j'ai une connaissance sur plusieurs sujets, peut-être pas souvent approfondie, mais je suis capable d'avoir au moins une... on dit que la culture, moins on en a, plus on l'étend. Ouais, je suis pareil. Alors... Ton rapport avec ta mère, c'était une femme au foyer à l'époque où elle travaillait? Ma mère était au foyer, mais elle a contribué à l'entreprise aussi. Okay. Mais maman était à la maison. Alors, quand on revenait, on n'était pas des enfants avec la clé dans le cou, comme on dit. Quand on revenait à la maison, l'école était très près. Maman était là. Ma grand-mère aussi est venue se réinstaller à la maison familiale à l'époque. On a eu le multigénérationnel, on a connu ça, nous autres. Ma grand-mère faisait souvent la nourriture, etc. Puis, je vais vous en donner un petit chose plus intime un peu. Moi, j'étais le dernier de la famille avant que Daniel arrive, évidemment. Et puis, Louise et Guylaine, et moi, j'étais comme un peu le chérubin de la famille. Ma mère m'habillait en blanc tout le temps. D'ailleurs, quand elle m'avait donné une paire de souliers bruns, je les avais jetés parce que je pensais qu'ils étaient sales. Ma grand-mère, elle était toujours autour de moi. Donc, j'étais le seul garçon de cette affaire-là. Mon père était heureux parce que c'était le premier fils de la famille. Ma grand-mère s'occupait de trancher mon steak. Moi, je ne sais pas jusqu'à quel âge, j'étais comme servi, j'étais comme un petit prince dans la famille. Tu sais, à un moment donné, ça devient étonnant parce que tu restes avec des mauvaises habitudes. Tu sais, mais toujours est-il que dans la famille, dans ces 3 enfants, ma grand-mère jouait un rôle important. Mais ma mère, elle s'occupait vraiment de nous autres. Elle s'occupait beaucoup des... On avait un petit jeu, on avait chacun une petite boîte de... Elle avait une espèce de une petite boîte avec 3 tiroirs. Et avec R pour Richard, L pour Louise, puis G pour Guylaine.
Puis lorsqu'on prononçait un mot de la mauvaise manière, elle nous enlevait un petit chose. Ça fait que c'était drôle parce que ma sœur Guylaine avait toujours « Vite, 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 ouvrez la télévision, c'est écrit Basile qui passe. » Fait que maman, elle était très exacte sur les dates, sur la prononciation, les manières à table. Wow. Ça, maman, il fallait jamais avoir de mauvaises manières à table. C'est pour ça qu'il coupait ton steak, parce qu'il savait que... Peut-être que ça revolait. Mais j'ai eu une belle enfance. Mes 2 sœurs étaient 2 femmes extrêmement agréables. Oui, ça se passait bien avec tes sœurs? Ah, c'était comme ça. Quand mon père et ma mère partaient pour des circonstances, on couchait les 3 dans le même lit. On prenait notre bain souvent ensemble. Puis à un moment donné, il y a eu une époque où à un moment donné, il a fallu que le bain, ça change un peu. Mais on était toutes les 3, toujours, on dit l'expression 3 culs dans la même culotte, excuse l'expression vulgaire, mais on était toujours très, très près. J'avais une petite différence d'âge avec Louise, qui est la puinée, Guylaine l'aînée. Donc, entre Guylaine et Louise, il y avait 15 mois. Puis entre moi et Louise, il y a un enfant qui est mort-né. Une enfant féminine que ma mère a appelée Dominique, on ne sait pas. Puis mon père, qui était dans le domaine funéraire, il l'avait mise au cimetière. Au moment où on se parle, il y a juste lui qui sait où elle est. On n'a jamais su où elle était. Ma mère a souvent demandé où est-ce que tu as mis le corps de l'enfant. Puis il n'a jamais voulu lui dire à quel endroit. Il est au cimetière en quelque part. Écoute, Pierre, à l'époque, là, avant ces époques-là, il y avait jusqu'à 25, 30, 40 morts d'enfants pendant l'hiver. Ben oui. Mais on mettait ça dans des petites boîtes d'allumettes. Moi, j'en revenais pas. Je disais, une boîte d'allumettes, c'est quoi le même? Les grosses boîtes d'allumettes. Ils mettaient les enfants dans des boîtes à chaussures, dans des boîtes... Non, écoute, la pneumonie, les hivers froids, les maisons mal chauffées. Il y a des enfants qui arrivaient au monde puis qui n'étaient pas encore à maturité. Ils mettaient dans le poêle. Ils ouvraient la porte du poêle puis ils chauffaient. Ah non, écoute, moi j'ai entendu ça. Je ne l'ai pas vu de mes yeux vus. Mais moi, ce que je me souviens, là, je vais d'un sujet à l'autre, dans la maison chez nous, on avait un système de chauffage à l'huile. Il y avait une plainte de chauffage de chaleur à l'entrée. Il y en avait un autre dans une autre chambre, mais c'était pas... les maisons étaient froides. Ben oui. C'était pas la même affaire qu'aujourd'hui. Le confort n'était pas pareil. Mais tu sais, gars, ça nous fortifie, ça forge notre enfance. Moi, j'avais pas de frères, mais des voisins, ils en avaient en masse. Les Dionne, les Brassard, il y avait les Savard. Fait qu'on était toujours amis avec tout le monde jouait beaucoup ensemble. Puis toi, quand Daniel est arrivé, là, il s'est passé un bout de temps. Quel impact ça a eu sur ta vie? Ça a-tu eu un impact ou au bout de temps, tu étais rendu ailleurs parce que tu étais rendu adolescent quand même? À 14 ans, ça arrive un moment où tout d'un coup, j'ai perdu la place que j'occupais du plus jeune de la famille, le bébé de la famille. Ça, j'ai perdu cette place-là. Puis j'étais bien heureux de ça, moi, parce que j'avais enfin un frère. Mais la distance, la différence d'âge a fait qu'on n'a pas beaucoup été beaucoup ensemble. Tu sais, le grand frère de 15 ans, là, ça fait une différence pas mal. Oui. Puis là, écoute, quand j'avais 17-18 ans, puis que je commençais à sortir un peu, là, quand j'arrivais tard le soir, puis que je couchais dans la même chambre que mon frère, puis que mon frère commençait à broyer, ma mère savait que j'étais arrivé plus tard. Ouais. Fait que là, ça devenait problématique un peu. Puis un petit peu plus tard, j'ai pas quitté la maison parce qu'on la quitte vraiment jamais. En réalité, je suis allé à l'extérieur, je suis allé aux études, etc. Mais disons que l'arrivée de Daniel dans notre famille, oui, ça a eu un impact un peu pour tout le monde. Moi, j'en étais heureux. Puis mes 2 sœurs aussi en prenaient soin jalousement. Ça fait que c'était une famille très, très serrée. On n'était pas tellement nombreux. 3 enfants, seulement 4 avec Daniel. Comment c'était tes années d'école? T'étais-tu bon à l'école, toi? Je dois avouer que oui. J'ai commencé à l'école, j'avais 4 ans et quelques. OK. Puis on commençait à l'école normalement à 5 ans. Mais étant donné que j'étais né en décembre, alors il fallait être né en septembre. Puis là, ça faisait un problème. Je me souviens de l'asphaltage de la rue de Quin en avant de chez nous. Il y en avait de l'asphalte, mais la rue Gaudreau, quand ils l'ont asphaltée, je me rappelle de ça. Puis j'étais assis sur le bord du trottoir, puis tous mes copains avec qui je jouais, Guy Savard, tous les gens du coin, eux autres, ils étaient rentrés à l'école. Mais moi, je ne pouvais pas, parce que j'avais pas l'âge. Alors, ma mère a dit, ça n'a pas de bon sens. Elle est allée voir les religieuses, parce que l'école Notre-Dame-des-Anges était menée par des religieuses. Et puis, elle a insisté en disant, mon garçon, écoutez, faites-les travailler, faites-les étudier, il veut. Fait qu'ils m'ont passé une espèce de petit test d'aptitude. Pas eu vraiment de problème avec ça. Mettez un pompier, mettre le chapeau, c'était ridicule. Mais j'ai passé le test. Et je suis arrivé en première année. Et là, un petit fait notoire, au premier bulletin de la première année, c'était moi qui étais le premier de la classe. Wow! J'avais une bonne... J'avais une bonne mémoire, ça faiblit avec les années.
J'avais une bonne mémoire. En général, j'étais capable de saisir rapidement les choses. J'étais un bout en train. J'aimais la vie active. Oui, toi, au secondaire, là, tu devais avoir un cercle d'amis pas mal. Là. Tu devais être, ça devait brasser. Oh, oui, oui. Puis physiquement, j'étais petit de taille. OK. Les grands Michel Potvin, puis les Allard, puis tout ça, j'étais toujours plus grand que moi. Fait que le monde disait, es-tu dans la même classe que vous autres, celui-là? Mais par contre, j'étais un meneur de groupe. Ça, puis les scouts aussi, quand j'ai embarqué dans le mouvement scout, là, j'ai trouvé les qualités de leader, là, ça s'est pris là. OK. Puis je me souviens de Marcel Gauthier, qui était avec Edmour Boutin, qui était l'aumônier, qui m'avait dit, toi, tu vas faire un leader. T'sais. Parce que j'étais... Quand c'est arrivé la patrouille des loups, et là, je suis dans des détails. Mais non, c'est on raconte, là. Non, mais... Il y avait les aigles, les tigres, les loups et les condors. Puis quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé dans la patrouille des loups. Quand on monte à Polyvalente de Mistassini, là, à côté, il y avait une maison, la maison de la bonne femme Lavoie, qu'on appelait. Puis c'était le local des scouts, c'était utilisé par nous autres. Puis la patrouille des loups, moi, j'étais là-dedans, c'était Bruno Martel qui était le chef. Puis l'année d'ensuite, ou l'été d'ensuite, on a eu un camp d'été. Puis le chef des Condors a démissionné et je suis devenu chef des Condors. D'abord, j'avais embarqué dans les scouts, j'avais 1 an de trop jeune, mais il m'a embarqué pareil. C'était Jean-Pierre Gauthier, le garçon ACA, qui m'avait entré. Puis je suis devenu le chef des Condors la première année. Hey, là, de tabarouette, j'étais le plus petit de la gang encore. Puis quand on a fait le camp d'été à 5e chute, ou en tout cas à Saint-Eugène, on a fait un camp d'été. Et quand le camp d'été était terminé, c'était les Condors qui avaient remporté. Fait que tu vois, il y a comme... Dans ma personne, dans mon ADN, il y a quelque chose... T'es un rassembleur. T'es un rassembleur. Non, oui. Moi, je ne veux pas me tirer de fleurs ou n'importe quoi. C'est pas là la question. Mais il faut regarder les choses. Oui. Non, mais... Oui, j'étais un meneur. J'aimais souvent être en avant. Et c'est arrivé que je me suis battu physiquement contre des plus grands qui avaient attaqué des gens de ma gang. J'ai jamais accepté. Défendre les autres, ça a été dans ma personnalité. Défendre le prochain. J'aimais pas l'injustice. J'aimais pas que quelqu'un dise quelque chose à quelqu'un qui ne le méritait pas. Je sautais tout de suite. J'étais assez prime. Ouais? Oui. C'est drôle que tu racontes ça. T'aurais dû me... Oui, non, mais ça me fait penser à mon adolescence à moi. Je t'ai connu quand t'étais plus jeune aussi. C'est ça. On n'était pas les plus forts, mais on était les plus grands gueules. Puis des fois, ça aussi, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. On est prêt à suivre. Tu avais des idées. Mais c'était qui tes amis au secondaire? Tu sais, mettons, toi, là, vous faisiez quoi, mettons, de vos soirées de secondaire de jeune homme? Les premiers bals ou les premières danses? Regarde, secondaire 1, je ne sais pas quel âge qu'on a en secondaire 1, on doit avoir 14 ans, à peu près 13-14 ans quand on a secondaire 1. Moi, un gars avec qui je suis allé à l'école, tout mon secondaire, c'est René Dufour, le garçon de Roger Dufour. Okay. J'ai fait tout mon secondaire avec René. Jocelyn Ouellette, qui était né la même date que moi, qui avait déménagé de Saint-Jean-d'Arc pour s'en venir à Mistassini, c'était un grand chum à moi. Puis tous ceux-là qui avaient dans le scoutisme, le grand alors, le garçon Albert alors, son nom m'échappe, il va m'en vouloir. J'avais beaucoup d'amis de filles. J'avais beaucoup d'amis de garçons, mais j'aimais beaucoup la présence des filles. Joanne Adams de Péribonca, Colombe Plante, la petite Lambert de Saint-Jean-d'Arc. J'avais un cercle d'amis de filles, puis j'avais un cercle d'amis de gars. On dirait que j'étais capable d'aller dans les deux groupes. Puis quand tu vieillis, puis que les cercles commencent à se mélanger, les premières amours, tout ça, ça se passait comment? Bien là, tu te fais une blonde tout de suite. Moi, j'avais fait une blonde de Péribonca, tu sais. Dans ce temps-là, il y avait des interurbains de Péribonca, je me sens, en tout cas, c'était compliqué, tu sais. Donc, oui, j'avais des petites flammes comme ça avec les... J'aimais beaucoup la présence des filles, je le répète. Puis j'ai commencé à faire du théâtre. Antonin Dufour nous avait initiés. Lynne Tremblay, qui était une très belle fille, avec qui... Écoute, je fais une petite parenthèse, tu me poses des questions. Oui, c'est le problème. On joue une pièce qui s'appelle « Les enfants du soleil », écrit par un gars de l'Adoré. Son nom m'échappe. Puis là, moi, je faisais le roi de ce groupe-là, de ces enfants du soleil-là. Puis j'étais tellement petit qu'il m'avait prêté des bottes de Colombe Plante parce que les bottes avaient des talons plus hauts. Il avait rallongé ma soutane un peu, qui était faite avec du tissu qui venait de chez Gauvin, là. Et puis, à la fin de l'acte, il fallait que j'embrasse Lynne Tremblay, qui était la princesse Laïcia. Je peux te dire que c'est pas facile d'embrasser la fille que moi, je la trouvais jolie, elle me plaisait, etc. Bon, mais quand c'était... Pendant la pratique, quand on s'est pratiqué, on s'embrassait pas. Mais le soir de la première, il fallait... Tabarouette, j'ai encore le souvenir de ce baiser-là. Ah oui, qui était...
Puis je jouais beaucoup au théâtre, donc on a fait cette pièce de théâtre-là. Après ça, on a fait aussi l'Auberge des Morts Subites de Félix Leclerc. Oui. Je jouais René Delatour, l'intellectuel français. D'ailleurs, ils sont venus leur jouer ici, à la salle de spectacle. Puis René m'a appelé, René Dufour, puis il dit... C'est l'Auberge des Morts Subites. On y est allé parce qu'il jouait aussi. Donc, le théâtre m'a beaucoup aussi ouvert. Ça t'a probablement donné les outils aussi de communication orale. Tu es un gars qui s'exprime bien. On fait souvent appel à toi, justement, parce que tu es capable de transférer rapidement tes idées de manière de bien les vulgariser. Là. Il me vient une petite idée. Oui. Lorsque je suis rentré à l'école, je te disais, j'avais 4 ans et quelques, presque 5, mais en tout cas, c'était moins que. Puis, à un moment donné, il cherchait quelqu'un pour faire le discours d'ouverture dans l'école. Tu te rappelles de la grande salle en bas. Alors, ils ont choisi que c'était moi qui allais faire le discours d'ouverture. Alors, ils m'ont mis sur une petite caisse. Je le fais toujours attention quand je le dis. C'est une caisse de Coca-Cola. Je salue mes amis Simard. Ils m'ont mis sur une petite caisse parce que le microphone, là, tu comprends, il y avait comme un milieu, là, ça faisait pas. J'étais trop petit. Alors, c'est moi qui ai prononcé le discours. Je me rappelle de mes 2 sœurs dans la salle. Puis c'est la première fois que je me suis adressé en public. C'est la première fois que j'ai pris la parole devant une foule. Et ça m'a jamais laissé dans le derrière de tête. Prendre la parole devant la foule, je l'ai fait au Festival du Bleuet, je l'ai fait dans plusieurs affaires. Mais ça m'a toujours resté. On dirait que cette première fois-là que j'ai eu à le faire, ça m'est resté comme une expérience intéressante, dans le sens que prendre la parole devant les gens, j'ai pas peur de ça. J'ai toujours un peu chaud en dessous des bras quand ça arrive de début. Oui, c'est normal. Mais c'est comme un peu la nervosité. Puis j'ai joué dans Les Oranges à Jean Dolbeau. J'ai toujours eu le plaisir... Avec Denise Gay? Ah oui, avec Denise. Oui. Avec Denise, on a fait... Cette année-là, c'était la dernière année des Oranges. Puis on l'a fait 2 ans parce que c'était l'expo régionale qui avait lieu à Jean Dolbeau. Puis pour le summum, ils ont dit, on va vous représenter la pièce. Tu sais, Les Oranges, c'était la revue de fin d'année. Oui. Puis moi, quand je suis arrivé de Mistassini, je ne sais pas si les auditeurs vont nous suivre, j'ai l'impression que je vais d'un bord puis de l'autre. Non, mais ça se suit très bien. Parfait. Ouais, c'est très tu me diras si tu comprends pas. Oui. Alors, quand on arrivait au secondaire 4, on terminait à Mistassini. Au secondaire 5, on s'en allait à Dolbeau. Et quand je suis arrivé à Jean Dolbeau, pour s'inscrire pour les cours intramurales, ou les activités intramurales, fait que là, quand ils m'ont vu arriver, je me rappelle un des 2 jumeaux d'ado, c'était Yves ou Yvon, il me semble que c'était Yvon. Il me dit, là, il me voit arriver, il dit, ah, tu vas t'inscrire au théâtre? Je dis, non, je m'inscris au football. Parce que nous autres, on n'avait pas de piscine à Mistassini. On n'avait pas on avait comme... Je l'ai dit tantôt, on n'était pas riches. Fait que j'avais comme envie de profiter de ces équipements sportifs. Oui. J'avais aussi un côté sportif. Fait que je l'ai fait comme ça. Puis, pour ce qui est des autres activités, j'ai dit, je vais m'inscrire, mais le soir, aux Oranges. Alors là, je me suis inscrit un peu là-dedans. Il y avait des amis, je pense à Guylaine Proulx, je pense à Guylaine Boudreau, à Madeleine Laforêt, tous ces gens-là qui étaient dans l'histoire. Et puis, il est arrivé qu'il y avait un nommé Jean-Guy Fortin. Jean-Guy Fortin, il restait au coin du terrain de baseball à Dolbeau. On les appelait Fortin Violon. Je ne sais pas si c'était leur surnom. Puis Jean-Guy, c'était un gars qui avait de l'éloquence, il était drôle comme une invention. Et Jean-Guy, à 1 mois de l'échéance de la présentation, il décide qu'il ne veut plus rien faire puis qu'il s'en va chez eux. Et là, il y a un trou. Là. Il jouait quelques rôles importants. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Quelqu'un, ou Denise dit, y a-tu quelqu'un qui est prêt à le remplacer? Et voilà mon opportunité. Et voilà. Et là, je joue le rôle du Maharaja, que je fais de l'improvisation, je tire des raisins dans les airs, je les attrape. Je fais un rôle d'une femme, un gars qui se sauve en femme de l'urgence. Et là, tout d'un coup, là, à Jean Dolbeau, cette première année-là, puis je n'ai pas peur de le dire, je suis venu le gars de Mistassini le plus connu à Dolbeau. Dans le temps de le dire, il y avait 600 personnes, 500 personnes à Jean Dolbeau, je pense, qui rentraient dans la salle. Un petit peu moins? Un peu moins. C'est 540, si je me souviens bien. Bon, aux alentours, environ 500. Puis ça durait 1, 2, 3, 4, 5, 6 soirs. Puis les salles se renouvelaient. Et tout d'un coup, je te dis, ça a été comme une propulsion pour moi. Donc, j'ai été connu à Dolbeau à cause un peu des Oranges avec qui Denise, et j'ai un bon souvenir de cette chère Denise-là, ben, je sais que tu la connaissais. Et Denise nous donnait la chance, elle était autoritaire, mais elle était capable de donner de la corde un peu. Là, Ces gays-là, ils étaient autoritaires, mais tellement avec un grand cœur. Ah, incroyable. J'ai un bon souvenir d'elle. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné ma prothèse de vélo. Merci!
Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. On va avancer un peu dans le temps parce qu'on avance un peu dans le temps. Là, toi, à un moment donné, à la fin, il faut que tu trouves un métier. Il faut que tu ailles aux études. Oui. Puis là, j'ai une question, tu sais, qui va peut-être te paraître étrange, mais tu sais, à cet âge-là, j'imagine qu'il n'y en avait pas beaucoup qui se levaient la main pour dire « Ah, moi, j'ai le goût d'être thanatologue dans la vie. » Non. Puis, je voulais savoir, toi, ce choix-là, c'est un choix que tu as fait parce que tu avais le goût de faire ça? Est-ce que c'était pour reprendre l'entreprise familiale? C'était quoi ton objectif? Tu sais, tu te rappelles-tu du déclic où tu as fait « Bon, go, je vais. » Je me rappelle pas mal de la circonstance. Quand on arrive à ces âges-là, puis que là, on arrive... Ça, c'est le temps d'orienter son affaire. Je me souviens de René puis moi, on se regardait, on disait « Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. » On a tous passé par là. Et là, même, on avait évoqué l'armée. OK. Tu seras une autre personne aujourd'hui. Je sais pas. Puis finalement, j'étais très perplexe. Je le savais pas. D'abord, la communication, c'était quelque chose qui m'intéressait. Dans ma famille, il y avait des gens qui étaient dans le domaine artistique. Colette, entre autres, mon oncle Gilles, la chorale, ces affaires-là. J'étais attiré un peu par ça. Puis j'avais dit à mon père, moi, père, j'aimerais ça être comédien. Il m'avait répondu avec sa sagesse et sa philosophie habituelle, comédien. Hein? Il dit, mon pauvre garçon, est-ce que tu sais que les artistes, c'est du bon monde, mais qu'ils crèvent toutes de faim? Ma mère m'a dit, eu un peu le même discours avec moi. Quand il m'a dit ça, je suis resté un peu surpris. J'ai dit oui, puis là, j'ai dit, oui, mais ma tante Colette. Ah, il dit, ta tante Colette, c'est pas pareil. Fait qu'il m'avait comme dit, gars, moi, je pense pas. Et là, dans la discussion, il a dit, mais, tu sais, l'entreprise, il y a du travail, est-ce que tu penses que... Puis ça m'a fait réfléchir un peu. Puis là, on était rendu, j'avais 15-16 ans, je suppose. Puis là, j'ai décidé, j'ai dit, bon, ben c'est correct. Je vais suivre les traces. Mon père, sur moi, avait une certaine influence. J'aimais beaucoup mon père, je l'aime toujours. Ouais. Mais il m'a comme un peu dirigé. Il était brillant, d'une façon détournée. Tu sais, on pourrait... Il t'a pas forcé, mais il t'a aligné un peu. Un peu dirigé. Ouais. Il m'avait dit, mais tu feras ce que tu voudras, tu sais. Ça me dérange pas, mais tu feras ce que tu voudras, tu sais. Bon, c'est correct. Fait que quand c'est arrivé, je me souviens, j'étais au secondaire 5 à Jean Dolbeau. Puis quand l'école s'est terminée, on avait eu un gros party avec les oranges sur le bord de la plage, en quelque part. Puis le lendemain, je prenais l'avion, puis je me retournais comme étudiant à l'Institut de thanatologie du Québec, qui était dans le ministère de la Justice, à l'Institut partenaire à Montréal. Okay. Donc, on avait des cours privés. C'était 6 jours par semaine, de 8 heures le matin à aller à 8 heures du soir. C'était très, très intense. À ce moment-là, ça n'était pas encore reconnu au cégep. J'ai passé proche d'être un des premiers professeurs de thanatologie au Québec, au Collège de Rosemont. J'avais passé l'entrevue. Puis c'est une autre... Je suis arrivé deuxième dans l'entrevue. Je ne suis pas arrivé le premier, je suis arrivé deuxième. Donc, cet institut privé-là nous montrait le métier. Pendant l'été, on revenait... C'est-à-dire pendant l'hiver ou l'automne, on avait des stages à accomplir. Je devais procéder à 50 thanatopraxies. Puis j'allais, dans ce temps-là, à Jean Dolbeau encore, parce que j'avais pris un cours de commis comptable pour reprendre un cours de mathématiques que j'avais échoué. Je salue mon ami Benoît Turcotte, en passant. J'ai réussi. Et puis, donc, je faisais l'école, j'allais à l'école, mais aussi je faisais mon métier d'embaumeur. Je vous raconte une petite anecdote. Je sais que je sais pas. Non, c'est ça qu'on veut, des anecdotes.
Tu sais, à cette époque-là, on exposait les défunts au salon à 10 h du matin. OK. Fait que quand il arrivait des décès la veille, la nuit ou quoi que ce soit, puis dans ce temps-là, ça procédait pas toujours de la même façon, tu sais, une journée ou deux d'exposition, ce genre d'affaires-là. Fait que souvent, je me levais à 4 h ou 5 h du matin pour pouvoir procéder à l'embaumement ou la thanatopraxie du défunt. C'était pas facile, là. Puis le matin, à 9 h, après ça, je m'en allais à l'école. Fait que j'avais déjà commencé ma journée, moi, quand j'arrivais à l'école. Puis je me souviens puis je le nommerai pas, là. Je me souviens d'un de mes professeurs, quand il me voyait arriver avec un peu de retard, il me disait « Tiens, Hébert, tu l'as amusé avec tes morts un matin? » Puis tu sais, ça me... T'as piqué? Oui, ça me piquait pas mal. Parce que j'avais envie de dire, moi, je suis levé depuis de bonne heure un matin, puis je l'ai pas eu facile non plus. Puis c'était pas toujours des conditions idéales. Ben non, parce que c'est un métier qu'on connaît peu, mais tu sais, là, je m'imagine, là, j'ai aucune idée, mais j'imagine qu'il y a beaucoup je sais pas, d'émotions, de sensations, de tout ça. Puis, tu sais, entre ça, puis aussi le service, tu sais, l'entreprise, être entrepreneur là-dedans, tu sais, toi, tu as été confronté à la peine des gens plus qu'à leur bonheur, à quelque part. Oui. Me trompes-tu? Tu as raison. Puis tu sais, c'est pas un métier facile parce qu'il faut que tu remettes une personne à sa famille dans à peu près le même état. Mais souvent, il y a eu des dégradations en cours de route, que ce soit accidentel, que ce soit de la maladie ou ce genre de choses-là. C'est pas nécessairement facile. Fait que quand la famille te dit il est pas beau ou on le reconnaît pas, tu sais, c'est toujours tu dis voyons, j'ai fait mon maximum. Puis souvent, mais l'histoire du professeur qui m'agaçait, là, ça m'avait touché. D'abord, je chantais encore la formaldéhyde quand j'arrivais dans la... Puis je me souviens d'un petit boissonneau, Gaston, je vais le nommer. On était ensemble sur les bancs d'école. Puis un bon soir comme ça, j'ai un coup de téléphone, puis je faisais aussi de l'ambulance. Fait que l'école, l'ambulance la nuit, les embaumements à 4 h du matin, 5 h du matin. Tu sais, j'avais le pack-sac était plein. Puis à un moment donné, un coup de téléphone, vite, on a un accident dans la cour des cochons qu'on appelle en montant le Banel. Puis je suis arrivé, il y avait beaucoup de blessés. Puis moi, j'ai transporté une des victimes, mais tu sais, le visage ensanglanté, tu ne reconnais pas vraiment les personnes. Et c'est au lendemain que j'ai appris que le gars qui était décédé, c'était mon voisin Gaston Boissonneau. Son père était propriétaire du restaurant Le Brasier à côté de chez Belleville, où ce qui n'existe plus aujourd'hui. Je peux te dire une affaire que ça frappe. Là, ça fesse dans le dash, comme on dit. Puis là, tu es confronté à des sentiments parce que le gars, c'est parce qu'il était à côté de toi la veille. Fait que le gars, ça met de la pluie sur l'oignon pas mal. Ça forge le caractère de quelqu'un. Fait que moi, là, puis surtout dans les services ambulanciers, là, d'arriver devant des jeunes victimes, là, je ne voudrais pas embarquer là-dedans, je pourrais faire broyer du monde. Les enfants. Tu sais, ils te posent toujours la question, qu'est-ce qui était plus difficile dans l'affaire? Tu dis, lorsque c'est des enfants. Ah oui. Les personnes plus âgées, en tout cas. Puis, tu sais, le difficile, les défunts, c'était une chose, mais ceux qui étaient accidentés ou qui avaient des problèmes, là, je peux dire une affaire que le bruit, les plaintes des gens, l'odeur, la vision de ces choses-là qui n'étaient pas faciles, ça forge le caractère, encore une fois, puis ça fait de toi une personne qui est capable de différencier ça, c'est grave, puis ça, c'est pas grave. Oui, des petits problèmes. Oui, ça, en tout cas, ça a forgé ma personnalité. Avec le temps, ben, je suis passé à autre chose. Quand j'ai eu mon diplôme d'embaumeur, j'étais le plus jeune embaumeur de la province de Québec. J'avais 18 ans et presque 19. On était en 1978. J'étais le plus jeune. J'ai été pendant plusieurs années, il n'y en avait pas de plus jeune que moi. Le premier congrès qu'on a eu à Longueuil, là, j'avais dit à l'Assemblée générale, parce que j'avais le droit d'y assister, quand est-ce que la corporation va faire de la publicité pour parler de l'importance du métier? Aujourd'hui, tu sais, quand je suis devenu président de cette association-là, on est allé sur les marchés publics, on est allé sur les émissions de télévision, on est allé dans la publicité, on a fait les normes funéraires. On a bougé beaucoup. Encore une fois, je suis embarqué dans une affaire, puis j'avais le tambour battant, puis on s'en va vers là. C'est ça qui t'a donné le goût de l'implication publique? Probablement. La politique, je vais te dire comment c'est arrivé un peu. M. Gauthier, Charles-Arthur Gauthier, il est allé en élection 5-6 fois. Il était créditiste. Il faut être vieux pour se rappeler de ça, crédit social. Je m'en rappelle, je suis moins vieux. Oui. Tu commences à vieillir aussi. Mais je suis prof de politique, là. Ça aide un peu. Puis quand M. Gauthier remportait ses victoires, on allait toujours le rencontrer à la maison familiale. Je me souviens encore de l'odeur du cigare qui flottait dans la place. Puis M. Gauthier, excusez-moi. M. Gauthier avait une voix tonitruante, puis il était imposant comme personnage, il avait une dent en or, tu sais, le bonhomme. Puis ça m'impressionnait beaucoup. Son bureau, ses affaires, je trouvais ça très, très impressionnant.
Puis je me disais toujours, c'est intéressant. Et là, plusieurs années après, je fais l'animation du 150e anniversaire de la région de Saguenay-Saint-Jean avec Gérard-Marie Boivin. Okay. Gérard-Marie Boivin, il était retraité de Radio-Canada, il était correspondant à Washington dans le temps de Bernard de Rome, etc. C'est un natif de Dolbeau, Gérard-Marie. Je ne savais pas. Puis on avait animé ce fameux spectacle-là. Et puis, à l'époque, j'avais une blonde que son père était le maire de Dolbeau. Vois-tu? Ouais. Et puis, à un moment donné, comme ça, un été, genre, cet été-là, en tout cas, ce moment-là, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit « On voudrait te rencontrer par rapport à... On a quelque chose à dire. » C'était Mme Mured, était accompagnée de Mme Suzanne Beauchamp-Niquette et de M. Amirault de Roberval, qui me propose de m'envoyer en élection dans le mois qui vient. Il y avait une élection à ce moment-là. Moi, je suis étonnant, très, très surpris de la demande, un peu flatté en même temps. Je dis « Waouh, c'est quelque chose. » C'est gros, par exemple. Fait que là, moi, tout énervé, mon père était au chalet de Vauvert. Je dis, il n'y a pas de cellulaire ou n'importe quoi. Je vais le voir, puis je lui parle de mon affaire. Tu sais, dans le fond, à la fin, Pierre, tu as encore ton père vivant. À la fin, tu vas toujours voir ton père pour dire, c'est correct, mon affaire. Comme pour avoir une bénédiction, à quelque part. Hein? Fait que je lui compte ça. Je dis, papa, ils m'ont fait une proposition. Je m'enverrai aux élections contre... Puis c'était Benoît Bouchard, dans son 2e mandat. Il était ministre. Ah, c'était toute qu'une commande. Mon père m'a regardé et dit, pauvre petit gars. Commence toujours de la même façon. Mon pauvre petit gars. Tu sais, il dit, tout d'abord, tu vas te faire manger à la laine sur le dos. C'est de la chair à canon. Ils t'envoient pour te faire... parce qu'ils n'ont pas d'autre. Ça, c'est ça que je veux dire. Il dit, un jour, tu feras de la politique, probablement. Mais assure-toi d'une chose. Gagne la première fois. Perds pas la première. Gagne la première. Puis ça m'a resté dans la tête. Avec les années, dans les années où la politique... Il y a eu le retrait de M. Réal Bouchard, qui était conseiller municipal. Puis moi, je jouais au hockey avec la gang des Gérard. On est des gens un peu partout qui jouent une ligue de garage. Puis un soir, il y a nommé un gars qui veut se présenter aux élections, qui était, je me rappelle plus de son nom, le restaurant Le Petit Cousin. En tout cas, il avait décidé d'y aller. C'était la fermeture du Canadian Tire qui s'annonçait. Puis là, il y avait une cabale, etc. Fait que j'ai dit, moi, je peux pas croire que ça va être un Français. Puis on est un peu chauvin, je dois l'avouer. Je peux pas croire que ça va être un gars de même qui va devenir conseiller municipal à Dolbeau-Mistassini. Les gens disent, mais non, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, oui, mais si c'est pas lui, ça va être qui? Et là, tout d'un coup, il y a un silence. Nous, quand on joue au hockey, après, on prend toute une bière en même table. Puis Serge Asselin, je le nomme aussi, il dit, ça va être toi. J'ai dit, garde, je vais vous répondre une chose. Je prends pas de décision sur le champ, mais il y a une chose que je vais vous dire. Si vous voulez que je gagne, là, arrangez-vous pour que je... Si vous voulez que j'y aille, arrangez-vous pour que je gagne. Là-dessus, il y a quelqu'un qui a dit, Jean-Benoît Devin, on va t'amener, puis Mario Piron, qui est le maire de Saint-Stan, Richard, all the way. On va t'amener jusqu'à l'hôtel de ville. C'est comme ça que c'est arrivé. On n'a pas fait un coup de téléphone. On n'a pas fait de cabale, tu sais, avec les listes. Là, on n'a pas fait ça. On a pris une manière différente. On est 30 gars. Toi, t'en convaincs 10. Travailler le terrain, d'être sur le terrain, tu sais. D'une manière différente. C'est comme ça un peu que c'est arrivé. J'ai lutté contre 2 adversaires, Yvon Lamontagne et le nom du Français que j'oublie tout le temps. Il va me revenir à la fin, probablement. Puis j'ai remporté l'élection, puis ça a été pas mal le coup. Mais tu as toujours été un gars... Ben, en tout cas, peut-être que c'était à partir de ce moment-là, mais un gars de terrain, j'ai l'impression. Je connaissais les gens, je connaissais toutes les associations, j'étais infiltré un peu partout. Puis ça a été un peu le début de ta carrière politique. Oui. Donc ça t'a donné la piqûre, parce que comme conseiller, tu étais conseiller un mandat, toi? Oui. En fait, j'ai fait la fin du mandat de M. Bouchard, il y a 1 an et demi environ, ce qui nécessitait une élection, parce que le timing. Puis après ça, il y a eu l'autre 4 ans. C'est sûr qu'après 1 an et demi, j'étais fringant, j'étais comme un cheval dans le bac, j'étais prêt à y aller, mais j'ai plutôt préféré attendre un peu. L'adversaire était M. Georges Simard, puis, qui était le maire à l'époque. Puis j'ai préféré attendre un petit peu, encore un peu pour voir. Puis quand le 4 ans passé, son 4 plus 1, ça faisait 5 ans et demi. Quand c'est arrivé le temps, j'étais prêt. M. Simard a annoncé qu'il ne se représentait pas. Je l'aurais eu... j'aurais pas détesté l'avoir comme adversaire, juste pour tester. Mais finalement, ça ne s'est pas présenté comme ça. M. Simard s'est retiré. Et M. Sénéchal s'est présenté une année quand la course était comme en place. Je lui ai remporté le poste à la mairie assez aisément. As-tu l'impression que le fait que
toi, tu étais dans le public déjà, dans le sens, à part ton entreprise, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de gens qui te connaissaient parce que les gens passent, à un moment donné, passent par ton entreprise, là. Exact. Est-ce que ça t'a donné aussi parce que veux pas, si tu développes un réseau de contacts ou de gens que tu connais, est-ce que tu penses que ça a pu t'aider, ça? Tout à fait. Oui. Parce que, imagine-toi, on faisait, mettons, grosso modo, une centaine de funérailles dans le coin, tu sais. Puis sans funérailles ou sans cérémonie funéraire, imagine-toi comment ça fait de parents, ça. Mais non, ça fait du monde. D'amis, Puis quand je me promenais dans les églises, à Sainte-Thérèse, Saint-Michel, en tout cas, toutes les églises du coin, ça fait du monde aussi, ça. Fait que ces gens-là, comme sur la scène, ils me voyaient. Mais moi, quand j'étais sur la scène avec les oranges ou toutes les pièces que je t'ai mentionnées tantôt, je les vois pas, les gens dans la salle. Non. Mais c'est 5, 3, 4, 5 personnes. Tu le sais, tu as passé par là. Ces gens-là, ils te voient. Fait que, donc ça... Le type de commerce qu'on avait faisait que il y a beaucoup de gens qui savaient qui j'étais. C'est sûr que mon père avait une bonne réputation. Le nom de Hébert n'était pas un Ta sœur Guylaine a été beaucoup impliquée. Elle a été conseillère municipale oui, juste un petit peu avant moi. Oui, c'est ça. Je l'avais appuyée beaucoup pour qu'elle devienne la première mairesse féminine, mais malheureusement, Guylaine a échoué à quelques centaines de votes. Puis ça, j'en profite pour dire, il est arrivé un troisième candidat, nommé Turcotte. Guy Turcotte, qui est arrivé comme en plein milieu de la course. Puis là, ça a joué un rôle. Puis à l'époque, M. Simard a passé. Mais moi, je me disais, ça se peut pas. Le poste de mairie, il peut arriver. Puis à un moment donné, je vais voir mon père quand j'étais conseiller municipal. On était aux alentours de 2011 à peu près. Moi, j'ai été élu en 2008 comme conseiller municipal. Puis l'élection où je suis devenu maire, c'était en 2013. Puis aux alentours de 2011, on projetait des constructions de bâtiments du côté du secteur de Dolbeau, l'entreprise. Puis j'avais dit à Pam, Gaston, où tu me vois dans ton organigramme présentement? Dis-moi ça à peu près comment tu me vois. Ben, il dit, pourquoi tu me poses cette question-là? Parce que j'ai dit, en 2013, je vais être assis sur le siège du maire de Dolbeau-Mistassini. Il dit, ah ouais, tu penses? J'ai dit, je suis pas mal certain de mon coup. Il dit, on verra ça. Et quand le lendemain d'élection, je suis allé le voir à la maison, et j'ai dit, est-ce que tu es surpris du résultat? Il dit, je m'en doutais que tu allais gagner. Il était bien fier. Bien, c'est sûr, c'est certain. Parce que mon grand-père, Antonio, était maire 2 fois de la ville. OK. Mon oncle Jean-Yves a échoué, malheureusement. Ma sœur Guylaine a échoué. Mais moi, j'ai réussi. Donc, je suis dans la même famille, là, je suis le... Bien, on voit, parce que tu me dis là, on voit que vous avez toujours eu une vocation ou un intérêt pour la politique au niveau de la famille. Oui. Ça devait parler de politique chez vous, même quand tu étais petit. Énormément. Ben oui. On en parlait... moi, quand j'étais trop jeune, j'en parlais pas beaucoup. Mais c'est une discussion qui avait lieu. Puis avec les années encore, ma sœur Guylaine, mon père et moi, là, lorsqu'on est toutes les trois, on aime bien ça, jaser de politique un peu. Mon épouse aussi, d'ailleurs, Andréane Thériault, que je salue au passage. Bien, d'ailleurs, on va en parler de ton épouse. Non, mais les amours, c'est important dans la vie parce que c'est nos assises. La famille, tu sais, on a parlé de ta famille, d'où tu viens, c'est important, mais la famille où tu es aujourd'hui, c'est ta famille avec ta fille aussi. Oui. Comment ça s'est arrivé? Est-ce que ça fait combien de temps, toi puis Andréane? Elle le dirait avec précision, ça fait plus d'une vingtaine d'années. OK. On s'est mariés en 1998, le 5 septembre 1998. Je vais raconter juste l'histoire d'Andréane, parce que je voudrais pas raconter... Non, mais de toute façon, là, il nous reste une quinzaine de minutes. OK, c'est beau. J'ai eu évidemment des blondes, hein, comme on... Bon. Ça arrive. Puis Andréane, oui, ça arrive. Je vais vous raconter l'histoire, la version courte. Alors, je suis invité aux noces de son frère pour aller aux noces. Bon. Et puis, moi, je dis à Jacques, est-ce que... Il me dit, ma sœur va être présente. Il m'avait parlé de sa sœur à la fin d'une relation. Il m'avait dit, ma sœur, elle est célibataire. Je dis, ah oui. Elle est hôtesse de l'air pour Air Canada. Ah ouais. Moi, je la connaissais pas, je l'avais jamais vue ni connue. Ça fait que lorsque les noces sont arrivées, je suis arrivé un peu en retard. Parce que j'avais une famille à rencontrer. Bon. Puis j'étais accompagné de ma mère parce que j'étais célibataire. Fait que quand je suis arrivé à l'église, à l'heure de la communion, je commençais à être en retard en Moses, je me suis assis dans le siège. Puis j'avais un veston d'une couleur orange. Pas trop, j'en ressemblais c'était une flotte que j'avais sur le dos. C'était à la mode. Et puis, quand Andréane et moi, on s'est croisés du regard, on s'est pas vraiment échangé, tu sais. Mais quand on est arrivé sur le perron d'église, la conversation s'est engagée. Je ne n'irai pas dans le détail. Puis, de fil en aiguille, on s'est revus. Puis, à un moment donné, comme ça, après avoir fréquenté un petit peu quand même, à un moment donné, au téléphone, Andréane, elle me dit, j'ai dit, parles-tu beaucoup au téléphone, toi? Elle dit, oh, non, pas vraiment. À l'époque, là,
Le compte de téléphone me coûtait plus cher que mon compte d'électricité. Parce qu'elle était partout, un peu partout. Oui, oui. Bon, fait, je l'appelais un peu partout. Et puis, à un moment donné, on avait eu des rapprochements un peu plus. Puis, à un moment donné, au téléphone, comme ça, je lui dis, elle dit, tu sais, quand on est allé à Québec récemment, tu m'as dit que tu serais prêt à me marier. Étais-tu sérieux? Oui. T'as-tu un calendrier devant toi? Je fumais des Players dans le temps. Oui. Qu'est-ce que tu fais le 5 septembre 1998? On était en 97, à peu près. On s'était connus un peu avant, mais je lui dis, ça donne bien, j'ai rien sur mon horaire. Ça fait que... J'ai rien sur mon paquet. Elle a dit, on va se marier cette journée-là. Wow! Moi, j'ai raccroché le téléphone, j'ai quasiment perdu connaissance après. Je me suis dit, my God. Mais j'aime et j'aimerais beaucoup Andréane. J'ai accepté. Je me suis dit, j'étais rendu à près de 40 ans. Je me disais, regarde, je sais peut-être pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Je voulais avoir une personne comme Andréane, avec une personnalité radieuse, personne vivante. Les gens qui la connaissent, c'est contagieux. Les gens, on veut être près d'Andréane parce qu'elle est rigolote, elle a une connaissance, une mémoire encore pire que la mienne. C'est incroyable. Mais là, elle est hôtesse de l'air, elle se promène partout dans le monde. Ouais. Là, toi, tu lui dis, ben là, viens-tu habiter à Mistassini? Oui. Comment ça se passe, ça? Pour elle, ça n'a sûrement pas été facile. Ouais, ça n'a pas été facile. Ouais. Donc, un moment donné, je suis allé chercher avec un U-Haul, un camion de déménagement, puis sur Indian Road, si je me rappelle bien, ou peut-être pas, il me semble que c'est ça. Je l'ai déménagé, puis on est venu s'installer ici à la maison qu'on occupe présentement. Pour elle, ça n'a pas été facile de laisser ses amis de Toronto. Elle restait avec des copines puis des copains qui avaient vraiment une belle chimie. Elle a fait, pas le deuil, mais elle a fait le choix de venir se réinstaller dans son patelin. Ben, tu sais, dans une vie, on a plein de vies, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu dois te séparer quelque part des parties de ta vie parce que tu peux pas nécessairement continuer comme ça toute ta vie non plus. Oui, puis elle a accepté de faire le changement. Puis, écoute, le 5 septembre 98, on se marie à Péribonka parce que j'avais joué le rôle de Lorenzo surprenant. Je trouvais que l'histoire de Louis et moi était une belle histoire. Ça nous avait inspiré, etc. Il y a aussi le fait qu'on était en moyen de pression dans les services ambulanciers. J'avais peur d'avoir des manifestations à l'église Saint-Michel de Mistassini. Bon, finalement, pour toutes sortes de raisons, on choisit Péribonka. Et Andréane, quand elle était jeune, elle disait à son père, « Regarde, papa, les avions dans les airs. Un jour, je vais aller manger à Paris. » Il dit, « Tu vas finir à Péribonka. » C'est là qu'elle finit. C'est là que ça vient. Fait qu'à un moment donné, à la fin de la cérémonie où Julie Bouliane était la chanteuse, tu sais, quand même, quand tu passes à ça. Fait que Julie chantait, etc. Puis à la fin, le curé, le petit monsieur Laflamme, qui était plus jeune que moi, il me dit alors j'invite Richard et Andréane à vous dire un dernier mot. S'il vous plaît, on n'avait pas de préparé. Tout était assez préparé, mais pas ce bout-là. J'ai dit, on va faire un petit peu d'improvisation. Tu sais. Je dis, en tout cas, je voudrais remercier tout le monde qui sont venus d'un peu partout. Il y avait des Andréane, il y avait des amis qui venaient d'un peu partout. Moi, la même chose. On avait réduit le nombre d'invités. On sentait quasiment la COVID, c'était 50. Puis j'ai dit, on vous remercie beaucoup d'être venus. Puis si le bon Dieu vous aime autant qu'on vous aime, formule consacrée, j'ai dit, on vous invite à pareille date l'année prochaine pour le baptême. Et on est parti en voyage de noces quelques jours après. On est allé en Gaspésie, j'avais un congrès des thanatologues. OK. Puis une semaine, 6-5 T'as amené ta femme en voyage de noces dans un congrès de thanatologue. Oui. C'est pas gênant, ça. Il fallait bien que les gens la connaissent. Puis, mon notaire avait dit, t'es pas pire, tu fais un mariage de noces qui est déductible d'impôts. OK. Et puis, on a fait le tour de la Gaspésie. Andréane, il y avait eu une grève chez Air Canada. Elle recommençait comme les jours suivants. Moi aussi, j'ai recommencé rapidement. Puis après ça, on s'est payé un autre aide. On est allé en Égypte. Oh. Quand tu es en beau-mère, retourner en Égypte, c'est comme un Arabe retourner à la Mecque. C'est comme le lieu où tout ça. Et puis, écoute, on est en attente entre deux vols à Londres et 7 ou 8 heures d'attente. C'est long un peu, là. Puis Andréane me dit comme ça, parce qu'on était mariés fraîchement, là, depuis un mois à peine. Je me rappelle pas précisément. Et puis, elle me dit comme ça, elle dit, Richard, quoi? Elle dit, j'ai mal au cœur. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je pense que je suis enceinte. Et là, c'est comme un peu... C'est surprenant. Je me rappelle encore sur le Nil, j'ai une photo d'elle avec sa main sur le ventre. Tu sais, bon, bref, ma belle Andréane, elle me raconte ça. Fait que moi, je suis comme un peu surpris. Elle m'avait dit, parce qu'elle avait une vision, quand on s'est mariés, elle a dit, avant l'an 2000, on va avoir un enfant.
Je dis, ah ouais, ah bon, super. Et alors, quand on a appelé le curé pour préparer le baptême, tu sais, parce que le curé me dit, j'aurais telle date, bon, puis un truc communautaire. Pas ça que je voulais. Il y a quelque chose de plus intime. Fait que là, c'était le curé Blouin, que je salue au passage. Alors, il dit, j'aurai une autre date à te proposer. Fait, je dis, lequel? Il dit, j'aurai le 5 septembre. 99, je dis, ça me convient. Alors, le baptême a eu lieu exactement 1 an après le mariage. Voilà la belle histoire. C'est sa version courte. Oui, une chance. Puis le rapport avec ta fille, comment ça se passe? À quel âge aujourd'hui, là, une vingtaine d'années? Eva est née en 99, donc elle doit avoir presque 22 ans au mois de juillet. Le 7 du 7 1999, elle est née à 7h37 et elle pesait 7 livres et 7 onces. Et puis oui, une bonne relation. C'est un enfant qui a du caractère. Es-tu surpris? Un pommier donne pas d'orange. Elle étudie en psychologie à l'Université Laval à Québec. Fait je pense qu'elle a un bon choix de carrière. Nous autres, évidemment, on l'appuie dans ses choix. Elle est présentement, au moment où on se parle, là, elle est ici aux alentours. Là. Et puis, non, c'est une bonne relation, mais c'est pas... les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est différent d'hier, c'est toujours la même relation entre un parent, puis tu en as un bon groupe aussi. Nettoie. Oui, c'est ça. On a une bonne relation, on aime beaucoup cet enfant-là, c'est la prunelle de nos yeux. C'est ce qui nous unit d'une certaine manière. Est-ce que tu l'habilles en blanc? Non, mais c'est pas mal une petite princesse, par exemple, je peux te dire. Ouais. Mais c'est une enfant, c'est une belle personnalité, elle a beaucoup d'entre-gens, elle a beaucoup d'amis autour d'elle. Elle parle couramment anglais, elle est parfaite bilingue. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour elle. Là, tu as 62 ans. Oui. Tu es encore jeune, tu es encore un gars de terrain, tu es encore un gars d'idées. Comment tu vois la suite dans ta vie active? Tu sais, toi, là, c'est quoi tes rêves à date que tu n'as pas encore accomplis ou des choses que tu aimerais faire? Tu sais, moi, je me rappelle de Richard qui veut devenir maire puis qui propose des affaires comme... Forum citoyen. Oui, Forum citoyen, ça a marché. Je vais avoir le gaz naturel. Ça n'a pas marché, mais ça se parle encore. Tu étais le premier à en parler. Tu sais, on voit que tu as eu une incidence puis une importance sur le milieu avec tes décisions. Non, mais je veux voir, tu sais, toi, comment tu vois l'avenir? Tu sais, est-ce que tu vas continuer? Tu as des projets, tu veux aller ailleurs, tu veux explorer le monde? Je sais pas. C'est comment tu vois l'avenir pour Richard Hébert, Andréane et la petite famille? Rapidement, quand la défaite est arrivée, puis moi dire, comme disait mon père, ça n'a pas le même goût que la victoire. Hein. Clairement pas. On a eu une période de recul. C'est un peu une forme de deuil. Hein. Il faut accepter que cette chose-là est passée. Ça s'est passé vite, mais je pense que ce qui s'est passé dans les 2 ans à Ottawa, ça a bien été. J'en garde un bon souvenir. Des fois, je me dis, si j'étais de rester maire, blablabla. Mais comme dit Andréane, regarde, tu as vécu une autre expérience, puis c'est vrai. Là, je suis rendu un peu au point de dire, est-ce que j'aurais encore un rôle à jouer ou est-ce que je reste un petit peu plus en recul? Au moment où on se parle, on est en février 2021, j'ai plus l'impression de rester un peu plus sur la frise. Parce que je sais qu'est-ce que c'est l'implication. Puis je vais dire une chose, Pierre, la politique... D'aujourd'hui, en 2021, c'est même plus pareil que 2014 puis que 2013. C'est difficile. Ça change énormément. L'histoire de la pandémie fait beaucoup de changements. Moi, je suis un gars de terrain, un politicien de poignée de main qui aime ça parler au monde. Là, c'est comme plus possible. Je veux pas dire que les gens qui sont là, ils font pas bien leur travail. Ils font bien leur travail. Mais je me rends compte que j'ai peut-être un autre rôle à jouer. Tu sais? On le voit déjà, là, ce que tu as fait à Péribonka, on a réussi. Là, bon, ça, c'est un succès. Ensuite, je t'entends à la radio toutes les semaines. Mais ça met aussi la MRC Marie-Chapdelaine sur la carte régionale. On a tellement été oublié longtemps au niveau médiatique. Tu as encore ce rôle à jouer là que tu fais très bien. Mais as-tu d'autres envies? Mais tu fais bien d'en parler rapidement parce que c'est cette petite chronique-là sur les ondes de Radio-Canada, c'est très intéressant parce que là, je peux donner mon point de vue sans avoir peur de recevoir les flèches qui vont avec. Pourquoi tu penses que j'ai eu le rôle où je suis? T'es brillant comme un singe. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté-là de pouvoir donner une analyse, un point de vue, sans essayer de trop bâcher les autres. Tu sais, je regarde le député qui m'a remplacé. J'ai beaucoup de respect pour les gens de la classe politique, mais je veux pas être là dessus de son épaule en disant il aurait dû faire ci puis il aurait dû faire ça. Je pense que c'est la pire affaire si tu veux continuer à t'impliquer. Quand tu as les pieds dans les bottines, tu fais ce que tu peux, etc. Mais honnêtement, ça me travaille encore l'esprit. Je laisse pas la porte fermée à rien. Récemment, il y a eu des rumeurs un peu par rapport à moi et la préfecture.
j'ai dit que j'y serais pas pour l'instant. Au moment où on se parle en février, là, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se produire. La vie, ça va... Mais honnêtement, j'aime mieux rester un peu comme peut-être conseiller. J'ai encore des discussions avec les politiciens qui sont en place. Je suis capable de donner mon opinion, mais il y a une chose certaine. Tu me dis, qu'est-ce que tu... Bon, la famille, Andréane, Eva, j'ai 62 ans, il me reste encore des belles années devant moi. J'ai l'intention de m'en servir juste pour nous faire plaisir un peu plus à nous autres. Voyager, tu sais, on partage oui, je voulais pas en parler, mais là, on aime inviter ta blonde pour en parler à la place. On aime beaucoup voyager. J'ai l'intention de voyager encore un peu plus lorsque la pandémie sera un peu plus au ralenti pour qu'on puisse encore explorer. Il y a des bonnes années devant moi. Puis je sais une chose, c'est que la politique, c'est une implication de 24 heures sur 24. Mm-hmm. Fait que tu peux pas, à un moment donné, partir 1 mois et demi en Afghanistan, je dis un pays de même au hasard, puis faire de la politique en même temps. Il y a ça, là, je t'avoue que je suis assez déchiré par rapport à ça. Ma tête me dirait, envoie mon homme. Retire-toi encore dans le game parce que je sais que j'ai encore des bonnes années, j'ai encore de la vivacité. Mais de l'autre côté... Mais t'es pas tout seul là-dedans parce que ça a demandé des sacrifices à ta conjointe à quelque part. C'est des sacrifices, oui. Ouais. Parce que souvent, de laisser... Je m'en rends compte parce que là, on vit un petit peu plus, elle et moi, ensemble à cause des raisons. Mm-hmm. Mais je me rends compte de toutes les années qui ont passé, que j'ai couru à U, à Ya, une valise d'une main, un sandwich dans l'autre... C'est une vie trépidante. J'essaie de m'occuper bien de ma santé aussi parce qu'on y laisse un peu de sa santé en cours de route. Clairement. Oui. Richard Hébert, merci. C'était agréable. Vraiment, vraiment. Écoute, j'aurais fait 2 heures, mais là, on peut pas. Pierre, je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi C'est un bel hommage que tu m'offres de pouvoir dire un peu ma vie, qu'est-ce qu'elle est. Il y a des gens qui me connaissent peu, il y en a qui me connaissent plus. Mais je suis un être en chair et en os. Et puis, je suis content d'avoir pu donner un point de vue. Mais je m'excuse, je suis toujours comme ça. Je suis comme un arbre. Moi, je pogne une branche, puis je parle d'une affaire, je parle dans l'autre. Mais je pense que c'est exactement l'esprit de cette émission. Enfin, merci beaucoup à votre station. Puis, je suis toujours disponible pour donner mon opinion. Puis, j'aime parler aux gens, j'aime le monde. Merci, Richard. Merci, Pierre. Bon succès pour la suite. Merci.